Bonsoir ou bonjour. Alors un petit message en préambule de votre nouvelle pour vous avertir que la vidéo que vous apprêtez à visionner est tirée des tout débuts d'Horrifique Histoire sur Twitch et n'est donc pas représentative de la qualité de production et de narration que nous tentons de vous offrir actuellement. Alors bien évidemment, profitez bien de cette vidéo, mais n'hésitez pas à passer le dimanche soir sur Twitch ou à checker nos dernières VOD sur la chaîne pour voir finalement Horrifique Histoire à son plein potentiel. Mais d'ici là, bonne vidéo, braves gens, et bonne écoute. Bonsoir Twitch, bonsoir la rediff qui sera découpée. Et bienvenue pour cette nouvelle soirée Horrifiques Histoires. Ce soir, le bal des ombres, une nouvelle d'Alexandre Baron. Parlez, Klein ! S'impatienta l'inspecteur, penché sur la table, en tapant du poing à l'attention du suspect. Qu'est-il arrivé aux invités de ce maudit bal ? Où ont-ils disparu ? Vous savez forcément quelque chose, n'importe quoi sur ce qui est arrivé. De l'autre côté de la table, face à lui, se tenait assis Jacob Klein, un homme mince, aux cheveux courts dégarnis, d'une trentaine d'années. Commençant à montrer des signes de fatigue suite à cet interrogatoire prolongé, il répliqua, toujours avec calme, mais quelque peu excédé. « Inspecteur Bowen, combien de fois devrais-je vous le répéter ? Je sais que ce que j'ai à vous dire est non seulement décevant pour vous, mais aussi improbable à entendre. Mais je vous supplie de me croire lorsque je vous affirme que je ne sais rien. Vous n'interrogez pas la bonne personne. Pourquoi ne partez-vous pas plutôt à la recherche de Epstein ? Baliverne, elle a disparu avec les autres, et vous le savez. » L'inspecteur repoussa la table d'un mouvement d'humeur et fit quelques pas avant d'allumer une cigarette. Lorsqu'il se retourna vers le suspect, un grand mystère lui faisait face. Quelque chose tracassait l'inspecteur Henry Bowen. Cette histoire, hallucinante au premier abord, possédait nécessairement une explication logique. Mais le seul homme qui était en mesure de la lui fournir, l'unique témoin présent au moment des faits, disait n'en rien savoir. Et il y avait plus préoccupant. Dans l'espoir d'apercevoir une incohérence dans le récit, l'inspecteur Bowen s'était longuement livré à l'exercice de la reformulation et de la répétition de témoignages. Mais jusqu'à présent, Jacob Klein ne s'était jamais contredit. Son récit restait cohérent, à tel point que dans l'esprit de Bowen, cette constance devenait elle-même suspecte. Toutefois, il savait que s'il allait trop loin, on lui reprocherait son entêtement qui avait tendance à traumatiser les personnes interrogées. Il se rassit avec lassitude, sortit une feuille de papier vierge et décida de recommencer l'interrogatoire depuis le début. Encore une fois, et ce sera peut-être la bonne.
Reprenons depuis le début. Monsieur Jacob Klein, 32 ans, chercheur en histoire ancienne à la Miskatonic University. C'est bien cela, répondit Klein en levant les yeux au ciel avec un long soupir. Bowen saisit le rapport de police et lut d'une voix monotone, lassée. Date, le 20 février 1930 à 8h42. Lieu, Arkham, Massachusetts. Objet, disparition au manoir Lindblom, Arkham. Constat, résidence Lindblom, 331 Curwen Street à Arkham, Massachusetts. Nous nous sommes déplacés à minuit et 30 minutes à cette adresse, suite à des plaintes et à des appels relatifs à une forte pollution sonore et lumineuse provenant du manoir, à l'issue d'un bal organisé à la résidence. À notre arrivée, nous avons constaté un état de délabrement extrême des lieux. Parquet arraché, fenêtres détruites et grande salle de bal dans un état de dévastation inexplicable. Les hôtes et les invités sont actuellement tous portés disparus, à l'exception de Monsieur Jacob Klein. Aucun effet personnel n'a été retrouvé. Nous avons accompagné Monsieur Jacob Klein en état de choc jusqu'au commissariat de police, pour interrogation ultérieure. Nous procédons dès aujourd'hui à une demande de relevé sur place. Tout cela est exact, coupa Jacob Klein, alors que l'inspecteur récitait une fois de plus l'interminable rapport de police. Très bien, continua Bowen, en jetant la feuille dans un coin. Vous habitez à Arkham, monsieur Klein ? Non, je viens de Providence, Rhode Island. Je suis arrivé à Arkham il y a environ une semaine, pour mes recherches universitaires. Parlez-moi de cette semaine à Arkham, monsieur Klein, continua Bowen, qui peinait également à masquer sa lassitude, tandis que Klein laissait échapper un profond soupir. Dans le cadre de mes recherches universitaires, j'étudie les cultes anciens, commença lentement Klein. Je m'intéresse aux manuscrits antiques et du Moyen-Âge, traitant de croyances païennes. Connaissez-vous le Necronomicon du moine fou Abdul al-Azred ou le grimoire de l'alchimiste Prin des Vermis Mysteris ? Peu importe les détails, je ne connais pas, coupa Bowen. Poursuivez. Je me suis rendu à Arkham car j'ai ouï dire que la bibliothèque universitaire venait d'acquérir un exemplaire extrêmement rare du culte des ghouls du comte d'Erlet. C'est pour cette raison que je suis arrivé à Arkham, il y a environ une semaine, pour le consulter. Et merci beaucoup du follow, Alesk FR. Et merci beaucoup du sub. Ça fait très plaisir. C'est ainsi que Jacob Klein se retrouva impliqué dans une histoire qui l'avait manifestement dépassé. Il rencontra une première difficulté à la bibliothèque d'Arkham. Le personnel lui assura ne posséder aucun exemplaire du culte des ghouls. « Êtes-vous certaine qu'il ne figure pas dans le thésaurus ?» insista Klein à l'égard de la bibliothécaire. « Inutile d'insister, monsieur, » répondit son interlocutrice aux longs cheveux bouclés d'un vif blond vénitien. « L'accès à ce genre d'ouvrage est extrêmement réglementé. C'est peut-être pourquoi il ne figure pas dans les listes centrales. Puis-je vous aider pour autre chose dans votre recherche ?
Écoutez, je suis de la Miskatonic University, commença Klein en présentant son diplôme. Je travaille sur les cultes anciens. J'étudie des ouvrages comme le Necronomicon. Peut-être connaissez-vous. À l'évocation du titre de l'ouvrage maudit, la bibliothécaire frémit et le scruta d'un regard interrogateur, ses yeux faisant l'aller-retour entre Klein et son diplôme. « Monsieur Klein, » poursuivit-elle en réajustant ses grandes lunettes rondes, « les demandes d'accès à ce type de documents anciens sont très fortement réglementées. Ils sont très fragiles et font l'objet de beaucoup d'attention. Avez-vous une lettre de recommandation de la Miskatonic University ? Si vous êtes recommandé, nous pourrons vous dégager un créneau de lecture des ouvrages que nous possédons et... » Klein ne possédait pas de recommandation. En vérité, il était à Arkham pour des recherches personnelles. Il joua son va-tout. « Écoutez, j'ai vraiment besoin de cet ouvrage pour mes recherches, » coupa-t-il avec empressement. « Avez-vous déjà entendu parler de l'affaire Charles Dexter Ward ?» Il sembla déceler une lueur d'intérêt dans les yeux de la bibliothécaire, tandis qu'elle approuvait d'un hochement de tête. Il poursuivit. « Une affaire non résolue, il y a 2 ans, suite à une disparition en asile psychiatrique. On pensait le patient, Mr. Ward, fou, voire possédé. Mais le docteur Willett, médecin de la famille et dernière personne à avoir aperçu Ward, n'a jamais révélé quoi que ce soit. Et l'affaire Dunwich, cet étrange cas d'un village du Massachusetts où on entendait des hurlements dans les collines, des destructions spontanées dans la campagne. La rumeur veut que suite à ces événements, on ait même retrouvé un cadavre qui n'avait rien d'humain dans la bibliothèque d'Arkham. Eh bien, je pense avoir une hypothèse. Je pense même avoir établi un lien avec d'autres disparitions et événements inexpliqués s'étant produits il y a de ça plusieurs années. Telle est la nature de mes recherches. Je souhaite découvrir la vérité pour aider la communauté scientifique à résoudre ces mystères. Je pense être proche de la résolution, mais il me faut pour cela consulter des ouvrages anciens. Je vous en prie. Emporté par son discours, il s'arrêta lorsque la bibliothécaire passa de l'autre côté du comptoir. Témoignant soudainement d'un intérêt nouveau pour Clyde, elle le questionna alors, à voix basse. Et quelles sont vos conclusions sur le lien entre Charles Dexter Ward et les accidents de Dunwich ? Il répondit avec prudence. Eh bien, cela vous paraîtra probablement fou, mais je pense que ces incidents pourraient être l'œuvre d'hommes et de femmes capables de faire appel à des créatures ou des procédés qui dépassent aujourd'hui l'entendement humain. Des entités d'origine extraterrestre, influençant la pensée humaine depuis une galaxie infiniment lointaine, grâce à leur maîtrise de l'espace-temps. Certains auteurs les appellent les dieux extérieurs, mais oui, vous pouvez rire, car il s'agit avant tout de déformations sectaires. Tout cela n'est qu'affabulation, tant qu'il n'y ait pas apporté une preuve rigoureusement scientifique. Il remarqua que la bibliothécaire tentait de masquer son expression hilare. Cette fois, ce fut elle qui le coupa. « Connaissez-vous les sphères ?» Décontenancé par cette question inattendue, Jacob Klein eut un moment d'hésitation. Il savait de quoi il retournait. Un message codé au sujet d'une croyance, d'un dieu très ancien, dont la représentation dépeinte par plusieurs auteurs, dont Al-Azred,
faisait état d'un amas de sphères. Il répondit prudemment, sa voix s'éteignant jusqu'à n'être plus qu'un chuchotement inaudible. Les sphères sont la clé. Elles sont la clé, la porte et le gardien de la porte. Elles représentent l'infini de l'espace-temps, partout et à jamais. En un mot, elles sont Yog-Sothoth. Je vois, j'ai compris, conclut la bibliothécaire avec un petit gloussement, à la grande surprise de Klein, tandis qu'elle repassait derrière son bureau. Elle attrapa une clé au mur derrière elle, avant de lui tendre la main en souriant. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Caris Epstein. Enchanté. Si vous voulez bien me suivre. C'est inespéré, pensa Jacob Klein, alors qu'il suivait la bibliothécaire dans le dédale de couloirs qui constituait la bibliothèque. Il avait exposé davantage de ses théories que prévu, mais cela lui avait apparemment bien servi. De par les questions qu'elle avait posées, Epstein semblait bien connaître le sujet de ses recherches. Et merci beaucoup du follow, le lézard. Peut-être pourra-t-elle m'aider, songea-t-il, tandis qu'elle tournait la clé dans la serrure d'une pièce visiblement peu visitée. « Asseyez-vous ici », commanda-t-elle en pointant une table à l'aspect antique au milieu de la pièce, avant de grimper à l'échelle posée contre les rayonnages poussiéreux de la petite salle. Elle en extirpa un ouvrage massif, recouvert de runes indéchiffrables, et dont la reliure était composée d'un matériau difficilement identifiable, à mi-chemin entre du cuir et des écailles reptiliennes. Elle le posa délicatement sur la table avant de s'asseoir auprès de Klein et poursuivit. « Reconnaissez-vous cet ouvrage ? » « Le Necronomicon », répondit rapidement Klein, avec une pointe de crainte dans la voix. « Précisément, monsieur Klein. Voyez-vous, je m'intéresse moi aussi de près à ce genre de sujet. Ma position fait qu'évidemment, il est plus simple pour quelqu'un comme moi de se renseigner et d'obtenir les documents nécessaires. Le culte des ghouls n'est pas à disposition actuellement, car je suis personnellement en train de l'étudier. »« Vous l'étudiez ?» s'exclama Klein. Il n'aurait su dire à ce moment s'il s'agissait d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. La bibliothécaire saisit le livre maudit de l'arabe fou et l'ouvrit à un passage où une enlumineur grotesque et difforme, représentant un amas de sphères de différentes formes, tailles et couleurs entremêlées, remplissait une page annotée de symboles étranges et de phrases intraduisibles. Après s'être éloignée jusqu'à l'unique fenêtre de la pièce afin d'allumer une cigarette, elle poursuivit. Les sphères, la clé
Et la porte. Yog-Sothoth. Qu'en savez-vous ? Questionna la bibliothécaire en soufflant une volute de fumée grisâtre. Il prit le temps de réorganiser ses pensées avant de répondre. Un dieu censé représenter l'entièreté du monde et du temps connu. C'est une croyance qui fut, semble-t-il, populaire à une époque. Toujours hésitant, il continua. Selon moi, certaines personnes auraient pu, à travers les siècles, transmettre cette culture de rites interdits, ce qui pourrait expliquer les agissements étranges et les événements a priori inexplicables des dernières années. À l'évocation de cette possibilité, Epstein pouffa. Des sorciers qui invoqueraient des monstres à grands coups de formules magiques ? Précisément, continua Clyde, qui tentait de conserver son sérieux. Et c'est en partie pour cela qu'ils sont dangereux. L'incrédulité des lettrés à cet égard serait leur plus grand atout. Elle le coupa promptement. Monsieur Klein, je pense plutôt l'exact opposé. Nous sommes d'accord sur le fait que la plupart des ouvrages interdits font état de puissances cosmiques, monstrueusement inconcevables. Mais ce ne sont pas, d'après moi, des sorciers qui conjurent des démons, mais bien des démons qui réduisent en esclavage de pauvres âmes égarées, tombées sous leur joug tout-puissant. Une possibilité que Klein n'avait alors pas envisagée. Il renchérit. Vous connaissez l'affaire Charles Dexter Ward et le mystère qui entoure les événements de Dunwich. Quelles sont vos conclusions, en supposant que cette hypothèse soit correcte ? Epstein sembla soigneusement choisir ses mots avant de répondre. Les récits sont parcellaires. Mais, quoi qu'il ait pu réellement arriver, ces événements étaient liés à Yog-Sothoth, le tout en un et l'un en tout. De cela, je suis certaine. La lecture du culte des ghouls m'en a persuadé. Mais je manque de savoir universitaire sur la question pour déchiffrer les codes employés par les différents auteurs au sujet de l'entité. Klein, sans plus de réflexion, lui fit une proposition enthousiaste qui, irrémédiablement, allait l'entraîner dans les étranges abîmes de l'inconnu. Madame Epstein, que diriez-vous d'une coopération ? Laissez-moi étudier le culte des ghouls avec vous. Et ensemble, nous pourrons unir nos connaissances pour obtenir la clé de l'énigme. La bibliothécaire l'observa longuement à travers le voile de sa fumée de cigarette. Pensive. Et avez-vous collaboré avec Madame Epstein ? Questionna l'inspecteur Bowen, la tête reposant sur une main. Oui.
Nous avons travaillé ensemble pendant environ une semaine sur le culte des ghouls et d'autres ouvrages traitant de sujets similaires. L'inspecteur Bowen, notant toutes les réactions de Jacob Klein, eut alors l'idée d'une question originale. Faisiez-vous confiance à Madame Epstein ? Son comportement vous a-t-il paru suspect pendant votre travail ? Il est difficile de le dire, confia Klein avec hésitation. Caris Epstein me semblait une personne absolument normale. Mais certains éléments firent progressivement changer mon opinion à son égard. Lorsque nos travaux touchèrent à leur fin, je pense pouvoir dire que j'éprouvais de la crainte envers elle. Ses réactions devenaient imprévisibles et elle semblait affectée de sautes d'humeur absolument inexplicables. Inexplicable ne figurait pas dans le vocabulaire de l'inspecteur, qui relança. Et ne vous a-t-elle jamais fait part à aucun moment de quelque trouble psychologique que ce soit ? Jamais, répondit Klein sans hésiter. Bien que je puisse affirmer que son état s'est dégradé au fil du temps. Quelle était la nature de vos travaux, monsieur Klein ? Je vous le redis, répondit Clyde, exaspéré. Il s'agissait principalement de lecture. Pour éviter toutes sortes d'indiscrétions, nous convînmes rapidement de travailler dans son appartement plutôt qu'à la bibliothèque. L'inspecteur, taquin, prit une mine surprise, en ricanant. Et à la lumière de ces nouveaux éléments, monsieur Klein, maintenez-vous qu'il n'y a aucune affaire de mœurs dont vous souhaitez me faire part ? Sa plaisanterie fit rougir Clyde, qui s'empressa de poursuivre. Nous notions toutes sortes de formules et de descriptions que nous pensions liées au mystère dont j'ai déjà parlé précédemment, comme la disparition de Charles Dexter Ward, ou ce qui fut appelé par les journaux, l'affaire Dunwich. Je suis désolé, je fourche beaucoup ce soir, je n'ai aucune idée de pourquoi. Et qu'en est-il ressorti ? Il s'empressa d'ajouter. Avez-vous résolu l'affaire Charles Dexter Ward ou l'affaire Dunwich ? Inspecteur, nous ne sommes pas policiers, commença Klein avec un léger rictus. Mais nous avons élaboré une théorie qui, je le pense, nous permettrait de proposer une explication à ces énigmes. C'est à ce moment que Caris proposa de démontrer cette théorie au bal. Excusez-moi, s'interrompit-il en plongeant soudainement la tête dans ses mains. Alors que l'inspecteur s'apprêtait à s'enquérir de son état, Klein s'exclama d'une voix fébrile. Les sons, inspecteur. Les sons. Les hurlements. Le verre brisé, les... Il hésita sur le choix du terme à employer. Les rugissements horribles. Et l'odeur. Cette odeur exécrable. Inspecteur, je ne sais pas ce qui était là-bas ou ce qu'il est advenu ces pauvres gens, mais une chose m'apparaît certaine désormais. Ces choses venaient d'ailleurs. Ces nouvelles déclarations motivèrent Bowen. Il y avait matière à réflexion. Klein était-il devenu fou ou tentait-il de lui faire croire que des extraterrestres avaient attaqué la salle de bal ?
Dans les deux cas, il devrait redoubler d'attention lorsque le récit de Klein reprendrait, afin d'y déceler la moindre incohérence qui eût pu se présenter. Lord Stace Frosty, je pense que c'est tout. Tout est point de sanity. Caris Epstein scrutait le tableau mural noirci de symboles kabbalistiques et de croquis abstraits. Alors que Jacob Klein changeait de carnet de notes après avoir épuisé la place libre du précédent, elle déclara : « Je pense que nous sommes prêts. » Prêts pour quoi ? Nous sommes prêts à présenter nos découvertes aux anciens, dit-elle avec excitation. Les anciens ? S'exclama Klein avec incrédulité. Il savait tout le poids que revêtait ce terme. Oui, s'impatienta Epstein en tirant nerveusement sur sa cigarette. Il s'agit d'un club fondé par certaines de mes connaissances. Ils partagent mon intérêt au sujet de ces entités et de toutes sortes d'événements mystérieux. La plupart sont des curieux amusés par ces anciennes mythologies. Ils seront sans aucun doute intéressés par ces théories. Il nous faut leur montrer. Klein fut enthousiasmé à l'évocation de l'idée. Il aurait, dans l'absolu, préféré que le personnel scientifique reconnu de la Miskatonic Université jouisse de la primeur de leur découverte. Il demanda : « Mais cela ne manque-t-il pas de rigueur de présenter ces travaux à des gens peu qualifiés ? Nous pourrions d'abord présenter les résultats à la Miskatonic University et... »« Je sais ce que je fais !» l'interrompit Epstein, qui sembla subitement rentrer dans une colère noire. « De toute façon, rien de tout cela n'aurait pu être possible sans mon travail. Nous devons montrer ces découvertes aux anciens d'Arkham, » conclut-elle en écrasant son mégot d'un geste rageur. Klein finit par s'incliner. Il apprit par la suite que la présentation n'allait pas être une conférence comme les autres. Le lendemain, Caris Epstein reçut un coup de téléphone de Madeleine Lindblom, propriétaire de la résidence du même nom et membre des Anciens, les invitant à une soirée masquée pour marquer l'événement. Le thème : les créatures du Necronomicon. Epstein porterait un masque représentant plusieurs amas de sphères agglomérées, de toutes formes et tailles, symbole de Yog-Sothoth, le dieu extérieur étant au centre des révélations que le duo devait présenter. Le masque de Klein, quant à lui, serait à l'effigie d'un large crâne de bouc ensanglanté,
en référence à une divinité mentionnée à de nombreuses reprises dans le Necronomicon, sous le nom de Shub-Niggurath, la chèvre noire des forêts aux 1000 chevreaux. Et merci beaucoup du follow, Nina Drioshka. La résidence Lindblom se situait en haut d'une butte au bout de Curwen Street. L'obscurité de la nuit était déjà tombée sur Arkham lorsque Klein et Epstein arrivèrent au manoir. Ils furent accueillis devant la grande porte d'entrée en bois massif par une voix étrangement rauque qui, à travers la porte, exigea un mot de passe. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au long d'airs étranges peut mourir même la mort, compléta joyeusement Epstein, fournissant la fin du mot de passe. La porte s'ouvrit alors, leur dévoilant une personne richement vêtue, la tête recouverte d'un masque, à l'effigie d'une créature à tête de pieuvre, la bouche bardée de tentacules et dotée d'une peau verdâtre, munie d'écailles à l'aspect reptilien. « Je vous en prie, messieurs, dames », les invita le monstre dont la voix était subitement devenue fluette. Le bal commença de manière presque classique. Les hôtes s'échangeaient les mondanités habituelles, à la différence près que les identités étaient inconnues, au mieux devinées. Les révélations du jour étaient au centre des discussions. Klein avait, en prévision de l'événement, confectionné des cartes de visite dans le but de transmettre ses coordonnées aux participants, ce qui avait fait hurler de rire Epstein. « C'est un bal masqué, enfin !» Afin de ne pas trahir son identité, seuls y figuraient les numéros de téléphone de son hôtel d'Arkham et de son bureau universitaire. Il eut l'occasion d'en donner à de multiples créatures tout droit sorties du panthéon de grimoires, tels que l'horrible livre d'Eibon, ou encore l'effrayant Unaos Prelitschen Kulten, le pharaon noir Nyarlathotep, l'aveugle imbécile Azathoth, ou encore Tsatogua, l'inquiétant dormeur de Enkai. Tous avaient répondu à l'appel d'un monstrueux rassemblement de créatures extérieures à ce monde, provenant des limbes du cosmos, ayant pris forme humaine. Quant à Caris Epstein, son comportement à la fête semblait changer. Était-ce le soulagement de la fin des recherches? La joie de les partager? Klein n'aurait su le dire, mais une sorte d'euphorie dont la cause était peu claire habitait la bibliothécaire. L'heure tourna, puis se fit entendre le tintement d'une coupe qu'on utilise pour attirer l'attention, et tous les invités se rassemblèrent dans la salle de bal. Le moment était venu pour Epstein et Klein d'annoncer ce qu'ils avaient observé et déduit de leur étude des textes anciens.
L'inspecteur Bowen l'interrompit un instant. Il réfléchissait. Cette fois, Klein lui avait confié davantage d'informations que précédemment, ce qui lui donna de nouvelles idées pour son interrogatoire. « Monsieur Klein, vous reste-t-il de ces cartes de visite que vous aviez amenées au bal ? Comme tous les effets personnels des autres invités, nous n'en avons pas retrouvé sur place. » Klein, un instant décontenancé par la requête, finit par lui en donner une après avoir fourragé dans ses poches. Bowen examina en détail le petit rectangle en papier, mais il dut se rendre à l'évidence. Il ne s'agissait que d'une carte sur laquelle étaient notés 2 numéros de téléphone et décorée de petites runes kabbalistiques au sens indéchiffrable. « Jolis les symboles sur votre carte », commença-t-il après avoir retourné la carte sous tous les angles. « Des passages recopiés du Nimocron... Enfin, d'un ouvrage interdit dont vous semblez si imprégné, je suppose. » « C'est exact, » approuva Klein d'un hochement de tête. « Du culte des Ghouls, pour être exact. Je les ai dessinés à la main pour respecter le thème de la soirée, » répondit Klein. « Vous savez ce qu'on dit sur les cartes de visite, il faut savoir les rendre mémorables. Et c'est assez, merci, » coupa Bowen, en levant une main tandis qu'il prenait un papier dactylographié de l'autre. L'inspecteur entendait bien exploiter ces nouvelles informations pour tester la solidité du récit de Klein. « Monsieur Klein, voici les premiers rapports de l'enquête ayant eu lieu à la résidence Lindblom, ainsi qu'au domicile de Madame Epstein, » reprit Bowen, tandis que Klein se raidissait en apprenant la nouvelle. « Je ne vous cache pas qu'une chose est étrange dans tout cela, » poursuivit l'inspecteur. « Vous affirmez avoir passé presque une semaine d'études dans l'appartement de Carrie Epstein et avoir noté beaucoup de renseignements sur les murs de son bureau. Est-ce correct ? » ?»« C'est exact. Toutefois, dans le bureau de Madame Epstein, les enquêteurs n'ont strictement rien trouvé. » abattit alors gravement Bowen. Strictement rien. La pièce était totalement vide. Il n'y avait même plus de bureau. En se penchant au-dessus de la table en direction du suspect, Bowen s'exclama d'un ton inquisiteur. « Qu'avez-vous fait dans ce bureau, monsieur Klein ? Que s'est-il passé ? S'agit-il du même genre de phénomène que celui qui s'est produit au manoir Lindblom ?» Klein, qui avait l'air sincèrement effaré, resta interdit à la suite de l'interrogation. Il reprit la parole après un moment. « Elle a effacé les preuves. Souvenez-vous, inspecteur, que je vous ai mentionné un détail qui semble désormais avoir toute son importance. Au moment de partir pour Kerwen Street, Carrie se remonta car elle avait soi-disant oublié des effets personnels. Elle en aurait alors profité pour... »« Je ne vous suis pas, » l'interrompit une fois de plus l'inspecteur. « Une femme seule ne peut pas faire disparaître l'ensemble d'une pièce de bureau, mobilier compris, en quelques minutes, et ce, en toute discrétion. Mais enfin, inspecteur, m'en croyez-vous davantage capable ?» répondit Klein, d'un ton acerbe, en mettant en évidence sa constitution, somme toute frêle. Bowen réfléchit un instant et se hâta de retrouver les papiers des précédentes déclarations. Klein avait raison. À aucun moment,
Il n'avait omis de mentionner que Caris Epstein était, un instant, remonté dans son appartement afin de chercher des effets personnels oubliés. « Inspecteur », reprit Klein avec empressement, « je suis tout aussi sceptique que vous sur le sujet. Et malgré le caractère occulte de nos travaux, je ne souhaite m'en tenir qu'aux faits et aux déductions scientifiques qui en découlent, et non à toutes sortes de superstitions. Mais si, comme je le pense désormais, Caris Epstein avait découvert quelque chose, quelque sorte de formule, qui lui aurait permis d'invoquer, par un moyen qui nous est inconnu, des forces qui dépassent notre entendement actuel, elle a alors pu effacer tout ce qui aurait permis d'y remonter, en y faisant appel. Il me parle de magie, songea l'inspecteur. C'est la folie furieuse. Et pourtant, comment expliquer la disparition du bureau de Epstein ? Ils étudient des forces supposément occultes et elle était également au manoir. Monsieur Klein, vous avez dit que la psychologie de Madame Epstein semblait extrêmement fluctuante. Quel était son état au moment de partir pour Curwen Street ? Et plus important encore, où pourrait-elle être aujourd'hui ? Elle semblait stable à ce moment précis. Mais maintenant que j'y pense, elle ne transportait pas davantage d'affaires visibles après être redescendue. Où pourrait-elle être aujourd'hui ? Je n'en ai sincèrement pas la moindre idée. J'ai cru comprendre qu'elle n'avait pas de famille proche chez laquelle elle aurait pu se réfugier, quoi qu'il ait pu lui arriver. Bowen ne savait plus quoi penser de toute cette affaire. Klein ne semblait rien savoir de déterminant, mais Epstein demeurait introuvable, alors que le mystère s'épaississait à son sujet. De plus, rien ne semblait discréditer la version de Klein, à condition qu'il dise vrai. Il décida de laisser ses suspicions de côté pour le moment et de continuer à interroger Klein à la lumière de ces nouveaux éléments. Minuit venait de sonner au bal des anciens, et les invités s'étaient tous rassemblés dans la grande salle de bal de la résidence Lindblom, toujours masqués, pour écouter la conférence d'Epstein et de Klein à propos des mystères de l'affaire Charles Dexter Ward et des événements tragiques survenus à Dunwich. Klein avait beaucoup discuté avec les invités, dans l'espoir de rencontrer un futur collègue de recherche. Mais il dut se rendre à l'évidence et constater que Caris avait dit vrai. Il s'agissait là de curieux, parfois lettrés, mais peu initiés aux sciences occultes. Il semblait s'amuser du folklore des mythes évoqués dans les ouvrages anciens, et s'attendait probablement ce soir à assister à quelque chose, à quelque sorte de pièce humoristique, où l'on dévoilerait que l'humanité est gouvernée par des hommes poissons venus des profondeurs de l'océan, et ils en riraient aux éclats. Klein ne trouva aucun candidat potentiellement intéressant, et c'est avec une pointe de dépit qu'il s'avança à son tour dans la salle.
Lorsqu'il entra, un sentiment étrange l'envahit. L'atmosphère semblait joviale. Tous ces gens en gloussant bêtement sous leurs masques, tournés vers le centre de la salle. Il lui évoquait des spectateurs attendant qu'une farce grotesque se produise sous leurs yeux. Pourtant, Klein en avait une vision tout autre, pesante. La vue de tous ces masques terrifiants, scrutant la petite estrade, lui évoqua une vision des entités en question, s'étant toutes rassemblées ce soir pour assister, hilar, à une présentation du peu de ce qu'une race insignifiante, isolée au fin fond du cosmos, pensait avoir compris à leur sujet. Et il se sentit vaguement nauséeux. Il dut sortir de la salle pour prendre un peu d'air frais nocturne. Epstein pouvait bien avoir les premiers mots de la démonstration. Puis, Klein regagna la salle de bal, tandis que Caris Epstein entamait sa présentation sous les applaudissements. Mais, au moment où il s'apprêtait à franchir la porte close, un son de très basse fréquence, tel un bourdonnement sourd, résonna au sein de la salle. Les hôtes poussèrent des cris de souffrance. Toutes les fenêtres explosèrent subitement, suite à une onde de choc qui ébranla violemment la double porte devant laquelle Klein se tenait, le jetant à terre. Puis, une inconcevable puanteur envahit le manoir tout entier. Pris dans une transe, en proie à la panique, incapable de se relever, il commença à prier sans relâche, redoutant l'origine diabolique ou extérieure de l'événement qui s'abattait sur eux. Les ampoules explosèrent elles aussi, et les nombreuses bougies furent toutes soufflées par un vent imperceptible, comme provenant d'une autre dimension. Leur fumée fut comme engloutie par les ténèbres qui venaient d'envahir le lieu. Klein, recroquevillé contre le mur, continuait frénétiquement de réciter des prières, tandis que tonnaient à travers la porte, comme un cataclysme de sons effroyables, les cris de souffrance ayant laissé place à des hurlements d'effroi. Les murs tremblaient tandis que quelque chose semblait les lacérer impitoyablement, d'une force surnaturelle. Le mobilier se fracassait de toutes parts dans une terrifiante cacophonie, et des rugissements suraigus qui n'avaient rien d'humain ou, pour ce qu'il en savait, rien de connu sur terre, résonnaient de l'autre côté de la porte. Soudain, les gonds de la porte cédèrent. Les battants claquèrent et Klein, de surprise, ne put s'empêcher de jeter un regard dans cette direction. C'est alors qu'il aperçut comme une brume noire, ténébreuse, tournoyant autour du centre de la salle de bal, rampant à la surface du sol,
en formant de gigantesques tentacules de miasmes sombres qui agrippaient et lacéraient férocement tout ce qui était à leur portée. Une autre chose, informe, plus massive, semblait émerger du tourbillon central. Mais lorsque la morbide puanteur atteignit son paroxysme et frappa Klein de plein fouet, il s'évanouit devant cette vision d'horreur. Combien de temps la scène avait-elle duré ? Il n'aurait su le dire, tant cela lui avait paru une éternité. Bowen l'estima à quelques minutes. Dans le cas contraire, la police aurait été mise au courant bien plus tôt. Les premiers inspecteurs, appelés sur place par le voisinage, trouvèrent Klein tétanisé dans le couloir fastueux, mais désespérément vide, de la résidence. La totalité des convives, ainsi que leurs effets personnels, avaient disparu, sans laisser de traces, tandis que le reste de la salle, décoration comme mobilier, était dans un état de désolation absolue. S'ajoutait à cela une incongruité supplémentaire. Au centre de la pièce, là où avait probablement dû se tenir Epstein, se trouvait une large trace noire et circulaire, dont la cause, comme le reste de la scène, ne pouvait être que sujet aux spéculations les plus folles. Monsieur Klein, si je n'avais pas un minimum de considération pour votre travail, je peux vous garantir que je vous aurais déjà envoyé à l'asile, conclut l'inspecteur Bowen. L'enquête de l'inspecteur Bowen. Il était midi passé lorsque l'inspecteur écrasa sa cigarette, regroupa ses documents et se leva de son bureau. Jacob Klein était parti depuis 2 heures, faute d'éléments probants à son encontre, malgré un interrogatoire poussé. Rien, a priori, ne permettait de tracer un lien entre les événements et sa probable implication. La hiérarchie de Bowen, soupçonnant un excès de plus de la part de l'inspecteur, Klein fut relâché et des policiers assignés à sa surveillance. Pourtant, la culpabilité de cet unique témoin était une hypothèse que l'inspecteur ne pouvait pas totalement écarter.
L'homme était le seul rescapé d'une affaire qui semblait, à l'instar des affaires Charles Dexter Ward et de Dunwich, inexplicable au premier abord. Mais quel aurait pu être le modus operandi de la subite disparition d'une vingtaine d'individus ? Le témoignage délirant de Klein, victime selon Bowen d'épuisement et d'une forme de traumatisme mental, ne pouvait être pris au sérieux. Il devait forcément y avoir une explication logique. Et si Jacob Klein jouait les fous, il comptait bien le démasquer. Quoi qu'il arrive, l'inspecteur se résolut à rassembler des éléments qui permettraient d'identifier le véritable coupable. Après avoir mis de l'ordre dans ses papiers et dans ses pensées, il s'empara de son pardessus et de son chapeau en pensant à la suite de son enquête. Puisque les autorités ne semblaient pas pressées de résoudre cette énigme, il avancerait seul, en tout cas pour le moment. Il décida de se mettre en route pour le manoir Lindblom afin de revoir la scène, suite au témoignage fabuleux de Jacob Klein. L'endroit était sous scellé et toutes les issues avaient été condamnées. Bowen était manifestement le premier à s'y rendre après le passage des enquêteurs. Tout en sachant que son appréhension était irrationnelle, il frissonna en tournant la poignée de la lourde porte d'entrée du manoir. Le hall d'entrée était une large pièce, richement décorée. À droite, s'élevait un escalier fastueux, montant dans les étages. À gauche, se trouvaient les portes permettant d'accéder aux cuisines. Au fond du hall, on pouvait apercevoir dans la pénombre la fameuse porte à double battant en bois massif, celle à travers laquelle Klein avait entrevu l'horreur et laissée béante par les gonds fossés qui ne permettraient plus de la refermer. Bowen tenta d'allumer la lumière, mais visiblement, l'électricité avait été coupée. Il était encore tôt dans l'après-midi, mais en raison du calfeutrage des issues, l'obscurité avait envahi la demeure. Alors qu'il laissait la porte d'entrée grande ouverte pour faire rentrer de la lumière, Bowen s'arma de sa lampe torche et commença à analyser minutieusement les lieux à la recherche du moindre indice qui aurait pu échapper aux autres policiers ou revêtir une importance nouvelle à la lumière de ces dernières informations. En traversant le hall en direction de la salle de bal, non sans une certaine appréhension, Bowen remarqua une des pièces à conviction qui avait été laissée au sol par les enquêteurs pour analyse ultérieure. Il s'agissait d'un masque difforme, composé de plusieurs sphères de taille disparate, réalisées dans une sorte de papier mâché. Le masque, qui pouvait recouvrir l'intégralité du visage, intrigua immédiatement Bowen. Il était effectivement mentionné dans le rapport d'enquête, mais les effets personnels des membres du bal n'avaient-ils pas tous disparu ? Il se souvint alors qu'à cet endroit, il ne pouvait s'agir que du masque dont Jacob Klein devait s'être affublé devant le bal, et qu'il avait probablement retiré à un moment donné avant l'arrivée de la police.
Cela expliquait pourquoi ce masque n'avait pas disparu. Mais, en observant les formes arrondies qui le composaient, un doute irrésistible et une stupéfaction foudroyante gagnèrent l'inspecteur. Bowen repensa au dieu Yog-Sothoth, dont Klein avait longuement parlé, comme des sphères. Il se rua sur sa sacoche qu'il vida et chercha dans les papiers du témoignage de Klein le passage sur leur arrivée au bal, à lui et Epstein. Le texte était formel. Klein était venu avec un masque représentant un crâne de bouc, et non Yog-Sothoth. Le masque mentionné par Klein, qui correspondait à cette apparence, était celui de Carice Epstein, la bibliothécaire. Ébahi, l'inspecteur resta quelques instants à contempler alternativement ses notes et le masque. Ce n'était pas le masque de Klein. Bowen ne put s'empêcher d'établir une supposition. Carice Epstein était-elle vivante? Et dans les parages qui plus est? Il entreprit promptement de passer la bâtisse au peigne fin. Il pénétra dans la salle de bal avec aplomb et se dirigea vers l'énigmatique trace sombre située au centre de la pièce. L'inconcevable puanteur que Klein avait mentionnée s'était évaporée. À présent, la pièce ne dégageait qu'une intense odeur de moisi, comme si elle avait été sujette au ravage de l'humidité pendant des siècles. Toutefois, ses recherches furent infructueuses. Le rez-de-chaussée ne recelait aucun secret, pas plus que les étages qu'il trouva déserts. Seul son écho répondit à ses nombreux appels. Revenu les mains vides de son inspection du manoir, il reporta son attention sur le masque découvert, avec l'intime conviction qu'il pouvait être la première clé du mystère. Première clé. Deux possibilités s'offraient à lui. S'agissait-il du masque de Klein et, dans ce cas, l'universitaire n'avait pas décrit le bon masque? Ou bien était-ce celui de Carice Epstein, la bibliothécaire qui accompagnait Klein et deuxième principale suspecte de cette affaire? J'ai déjà suffisamment vu Klein, soupira-t-il à part. S'il s'agissait du masque de Epstein, comment expliquer qu'il n'ait pas disparu avec tout le reste? Se pouvait-il qu'elle ait échappé à la disparition de tous les autres invités? Qu'elle soit revenue sur place? C'est rempli d'une perplexité nouvelle que l'inspecteur se remit en route, avec la ferme intention de se rendre à l'appartement de la bibliothécaire. Il put, suite à d'âpres négociations avec le commissaire, accéder à son tour au logement, situé dans le centre-ville d'Arkham, dans un petit immeuble miteux, aux murs étrangement de guingois. Une fois dans l'appartement, il fut saisi
par la quantité de documents et de livres. Des piles de dossiers et d'annotations s'élevaient aisément à hauteur d'homme, et leur omniprésence évoquait un labyrinthe documentaire. Tout en s'efforçant de ne rien faire tomber, Bowen se faufila jusqu'au bureau, la fameuse pièce où Klein et Epstein avaient concentré la majeure partie de leurs recherches. En ouvrant la porte, Bowen se trouva comme prévu face à une pièce complètement vide. La fine couche de poussière au sol confirmait l'hypothèse selon laquelle cet état de fait était relativement récent. Pensif devant les murs nus, son regard fut alors attiré par un détail qui lui crevait à présent les yeux. On retrouvait sur le sol, au centre de la petite pièce, la même marque circulaire et noire que dans la salle de bal. Il existait donc bien un lien entre cette scène énigmatique et la tragédie du manoir Lindblom. Mais une fois de plus, le modus operandi restait un mystère. Réalisant qu'il s'agissait peut-être de l'unique indice dans son enquête, l'inspecteur commença à analyser avec le plus grand soin les piles de documents présentées dans l'entrée. À la première lecture, Bowen ne découvrit qu'un ramassis de notes éparses à propos d'une multitude d'ouvrages traitant de près ou de loin de Yog-Sothoth et de ses manifestations supposées. Incantations, croquis de dessins invocatoires. L'inspecteur peinait à comprendre en quoi tout cet ésotérisme pouvait avoir le moindre intérêt scientifique. Mais lorsqu'il repensa aux énigmatiques formes noires observées sur le sol, il reprit sa lecture. De nombreux passages faisaient référence à des créatures invisibles à l'œil nu, provenant d'une autre dimension et invoquées par une forme de sorcellerie dont seuls de rares initiés détenaient les arcanes. Sur un autre feuillet, qui traitait cette fois du retour d'entre les morts et de la réincarnation, un soupir d'exaspération lui échappa. Une formule qui ne ressemblait à aucune langue connue avait été furieusement entourée de rouge. Ogwareg, Egara, Yog-Sothoth, Golnigwa, Zha. Cette formule était suivie d'un commentaire. Charles Dexter Ward ? Point d'interrogation. CF Unausprechlichen Kulten. Chapitre 21. À vérifier. Si la mention « à vérifier » laissait l'inspecteur perplexe, ses réflexions le conduisirent aux ouvrages sur lesquels les chercheurs avaient travaillé. Ces grimoires, comme les avait appelés Klein. Où était-il à présent ? L'étude de ces livres, d'après Bowen,
faisait partie de la clé du mystère, et il savait que Klein et Epstein avaient intensément travaillé dessus. Pourtant, après avoir précautionneusement inspecté la totalité de l'appartement, il retrouva des notes jusque dans les commodités. Il n'avait rien vu dans l'appartement de la bibliothécaire qui eût pu correspondre à la description d'un de ses ouvrages anciens. Sur cette constatation, il quitta promptement les lieux et s'empressa de téléphoner à la bibliothèque. Mais la réponse fut sans appel. « Je suis désolé, monsieur l'inspecteur », s'excusa l'opératrice. « Mais tous les livres de cette réserve ont été empruntés par mademoiselle Epstein. Êtes-vous sûr qu'ils ne sont pas chez elle ?» La pointe d'inquiétude dans sa voix semblant davantage destinée aux exemplaires rares qu'au sort de la bibliothécaire. Sans même s'excuser, Bowen raccrocha précipitamment, de plus en plus anxieux. L'enquête se densifiait. D'abord, le bureau intégralement vidé, puis les livres. Klein semblait avoir raison. Quelqu'un tentait d'effacer les preuves. Il ne pouvait s'agir que du responsable de la tragédie du manoir. Pris d'une soudaine intuition, Bowen tenta aussitôt de joindre Klein à son hôtel. Mais l'hôtelier au bout du fil lui répondit : « Je vous demande pardon, monsieur Bowen, mais monsieur Klein vient de quitter notre établissement en compagnie des policiers qui étaient en charge de sa surveillance. Je les ai, il me semble, entendu parler de retourner à manoir Lindblom, car il pensait pouvoir y trouver des éléments nouveaux pour en faire avancer l'enquête. » Bonté divine ! Il lâcha immédiatement le téléphone pour se ruer en direction de Curwen Street. À son arrivée à la résidence Lindblom, la porte d'entrée était grande ouverte. Et lorsqu'il pénétra à l'intérieur, il ne trouva pas âme qui vive, et personne ne répondit à ses appels. Ouvrant une à une les différentes portes du manoir, il trouva la demeure inchangée à sa précédente visite, hormis lorsqu'il arriva face à la porte à double battant entrebâillée, donnant sur la funeste salle de bal. C'est là, dans l'obscurité calfeutrée du manoir, qu'il remarqua un détail qui avait changé. Le masque à l'effigie de Yog-Sothoth, le dieu aux sphères, qui avait été laissé sur place comme pièce à conviction, avait disparu. Il se demanda d'abord s'il n'était pas tout simplement arrivé après que Klein et les enquêteurs soient repartis, mais en se retournant vers la porte d'entrée, il ne put réprimer une exclamation de surprise en apercevant une marque noire et circulaire sur le sol du hall d'entrée, jusque-là camouflé par l'obscurité. Puis, il entendit le grincement de la porte de la salle de bal derrière lui. Et, avant qu'il n'ait eu le temps de se retourner, il s'effondra après avoir reçu un violent coup sur le crâne.
l'inspecteur Bowen s'éveilla, encore sous le choc d'une forte migraine. En observant son environnement, il constata qu'il était à présent dans la salle de bal, solidement ligoté à une chaise, à l'équilibre précaire. Sentant comme de petites caresses régulières sur le torse, il tenta de reprendre promptement ses esprits. Mais l'effarement le prit de court lorsqu'il comprit que les caresses étaient celles d'un pinceau enduit de peinture noire. Quelqu'un, portant le masque aux sphères de Yog-Sothoth, était en train de peindre sur lui. Hagard, Bowen ne savait que penser de l'œuvre. Le peu qu'il en voyait lui évoquait les indéchiffrables runes qu'il avait pu voir sur la carte de visite. « Finalement, vous vous réveillez ?» dit l'individu masqué en commençant à peindre sur le front de l'inspecteur. « Klein !» aboya l'inspecteur. « Que faites-vous pour l'amour du ciel ?» « Je vous prépare pour le voyage », répondit Klein laconique. Bowen, en proie à la panique, trépignait et se balançait sur sa chaise, mais rien n'y fit. Les liens tenaient bon. « C'était donc vous! Qu'avez-vous fait des ouvrages anciens que vous avez volés à la bibliothèque ?»« Ils sont davantage en sûreté avec moi ?» se contenta de répondre Klein. « Arrêtez de bouger. Bon, de toute façon, je pense avoir fini. » Emporté par la rage qui l'animait, l'inspecteur fit tomber sa chaise à la renverse, dans un grand craquement. Mais les liens l'empêchaient toujours de bouger, et il était désormais au sol, en plus mauvaise posture encore. Un instant résigné, Bowen demanda « Bon sang, Klein, pourquoi avoir fait tout ça? Quel est votre leitmotiv ?» Les bras croisés, Klein sembla hésiter à répondre, avant de répliquer. « Vu votre situation, je peux bien vous le dire, mais la réponse ne va pas vous plaire. Je suis un collectionneur, » commença-t-il, agenouillé auprès de Bowen. « Je parcours le monde à la recherche des grimoires interdits qui recèlent tous les savoirs indicibles de ce monde et d'autres, dont vous avez pu avoir un aperçu. »« Pourquoi ?» réussit à articuler fébrilement l'inspecteur. « Ce genre de savoir ne doit pas tomber entre les mains de n'importe qui, Bowen. Et ce genre de soirée ne fait que renforcer mon opinion à cet égard. C'est vrai, inspecteur, tout est vrai. Ce qui est inscrit dans le Necronomicon, le livre d'Eibon, ou bien encore le culte des ghouls. Cela dépasse peut-être l'entendement humain, mais toutes ces entités existent bel et bien. Et nous sommes capables, lorsque l'on connaît les chemins à emprunter, les portes à ouvrir et les clés à utiliser, d'invoquer une petite partie de leur puissance. Au fond, voilà mon leitmotiv. Je ne souhaite pas que ce genre de pouvoir tombe entre de mauvaises mains. Écoutez-vous donc, tempêta Bowen. Et c'est pour cela que vous avez assassiné tous ceux qui en auraient vaguement eu vent. Vous êtes le pire d'entre tous, Klein. Le monde ne doit pas savoir, répliqua Klein entre ses dents. Nul
ne doit connaître l'existence des grands anciens et des dieux extérieurs. Regardez les affaires de Dunwich et de Charles Dexter Ward, et vous aurez là de parfaits exemples de ce qui se produit lorsque ces savoirs tombent entre de mauvaises mains. Vous êtes fous! Vous avez été plus meurtrier que toutes ces affaires réunies! Après un moment de réflexion, Klein reprit la parole. Non, je ne les ai pas tués. Je n'ai tué personne. Et d'ailleurs, aucune charge valable ne tiendra contre moi pour cette raison. Pas tués? Vous les avez juste fait disparaître, Dieu seul sait où. C'est similaire, vous ne trouvez pas? Bowen, remarquant que Klein semblait prêt à parler, tenta d'en savoir plus. Comment vous y êtes-vous pris, Klein? Je n'y crois toujours pas, mais... Est-ce un de vos tours de passe-passe? Qu'avez-vous fait des corps, bon sang? À cette question, Klein sortit de sa poche une de ses cartes de visite et la lança au sol, près du visage de l'inspecteur, afin qu'il puisse la voir. Les cartes, inspecteur. Tout cela fonctionne grâce aux runes. Pour un analphabète, une encyclopédie n'a aucune valeur. Mais pour qui sait lire, c'est un véritable trésor. Il ajouta. Vous voyez, inspecteur, il se peut que j'aie menti à quelques moments, mais, par exemple, ce masque était bien le mien. Il se pourrait également que ce soit moi, en réalité, qui suis remonté chez Caris Epstein pour vider le bureau. Mais il y a une chose sur laquelle je ne vous ai pas menti. J'étais bien derrière la porte au moment de la disparition, à réciter des prières, mais bien sûr, elle n'était sûrement pas de la nature que vous imaginiez. Bowen, littéralement abattu par sa propre candeur, eut une autre question. Caris Epstein, qu'avez-vous fait de la bibliothécaire? Elle vous a suivi dans toutes vos études? Vous l'avez fait disparaître elle aussi? Caris Epstein a effectivement disparu. De la même manière que les autres? Ou pas? Cela, j'aimerais garder le secret. Vous l'avez rallié à votre cause. Génie Bowen, qui se doutait de la réponse. Jacob Klein ricana, tout en faisant mine de se diriger vers la porte. Eh bien, monsieur l'inspecteur, je crois bien que notre petit entretien touche à sa fin. Il est temps pour moi de partir, avant que vos collègues ne nous trouvent. Il compléta, sardonique. Peut-être croiserez-vous nos chers invités là où vous allez. Dans un élan de désespoir, Bowen le défia. Klein, vous êtes idiot. Si ce n'est pas moi, quelqu'un d'autre finira par arrêter vos plans machiavéliques. Regardez, vous avez même laissé votre carte de visite. Prenez-la pour ce que j'en ai à faire. Comme vexé par les derniers propos de l'inspecteur, Klein fit marche arrière pour attraper d'un geste sec la carte qui traînait au sol, avant de se diriger promptement vers la sortie. Très bien, inspecteur. Il est finalement l'heure de nous dire au revoir. Attendez, Klein. Vous avez encore oublié quelque chose, s'exclama l'inspecteur.
qu'il avait capté l'attention de Klein qui s'était immobilisé dans l'embrasure de la porte. Bowen se retourna afin d'avoir Klein dans son champ de vision. Puis, il poursuivit avec difficulté. Vous semblez oublier que désormais, nous sommes deux ici, à avoir étudié certaines de ces runes, les incantations et leur signification. Et désormais, nous sommes deux à porter des runes sur nous. Klein comprit immédiatement la menace de Bowen et récita hâtivement un psaume dans une langue incompréhensible. C'est avec la force du désespoir que l'inspecteur proféra lui aussi à plein poumon une formule des deux chercheurs qu'il connaissait désormais par cœur pour l'avoir tant étudiée. Ogwore, Gara, Yogsotot, Golnigwe, Zro. Il ferma les yeux en attendant son sort, mais aucune créature des tréfonds du cosmos ne vint le dévorer. Lorsqu'il les rouvrit, il aperçut Jacob Klein, complètement paniqué, en train de s'enfoncer dans le sol, comme happé par un trou béant ouvert dans le parquet de la salle de bal. Partagé entre l'effroi et une sorte de soulagement à la vue de ce spectacle, son attention fut alors attirée par une puissante vague d'effluve putride qui venait clairement de derrière lui. C'est en se retournant qu'il réalisa avec horreur que l'incantation de Klein n'avait pas totalement échoué. Au centre de la salle de bal, à l'exact endroit où on avait pu constater une inexplicable trace noire circulaire, s'était formé un curieux nuage de brume sombre, duquel émanaient des formes ténébreuses qu'il louvoyait maintenant sur les murs et sur le sol. Partout dans la salle commencèrent à tournoyer d'innombrables ombres noires qui prenaient peu à peu forme humaine sous le regard horrifié de Bowen. Elles s'animaient et serpentaient sur les parois de la pièce en balle, macabre, tandis que l'inspecteur, effaré, hurla d'épouvante lorsqu'il entendit soudain retentir discussions et rires, éthérés et distants, comme provenant d'une lointaine dimension, se superposant à la réalité. Nauséeux à la vue de l'horrible farandole des âmes en peine qui se jouait sous ses yeux, pieds et poings toujours liés, il jeta un dernier regard à l'étrange agglomérat au centre de cette scène irréelle. Un amas de sombres sphères immatérielles qui semblaient bouillonner en rythme avec quelque entité cosmique. Puis, il s'évanouit. Moins de 24 heures plus tard, de nouveaux policiers arrivèrent au manoir Lindblom. Cette fois-ci, ils étaient chargés d'élucider la disparition de l'inspecteur Henry Bowen, celle de Jacob Klein et des enquêteurs chargés de la surveillance de ce dernier. Ils trouvèrent Bowen vivant et toujours attaché dans la salle de bal du manoir.
mais victimes d'une forme de stress post-traumatique extrême. Malgré leur insistance à l'interroger pour savoir ce qu'il s'était produit, l'inspecteur ne leur fut d'aucune aide. Et il continua jusqu'à son arrivée à l'asile psychiatrique à répéter invariablement les phrases suivantes. Elles sont là! Elles sont là! Ces ombres! Elles dansent au bal! Pour toujours! Les sphères! C'est Yog-Sothoth! Il est partout et nulle part à la fois! Ya! Yog-Sothoth!